Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur la première pour cette nouvelle semaine. Un premier cas de variole du singe a été confirmé à Mayotte samedi dernier. C'est l'agence régionale de santé qui en fait l'annonce. Un cas d'infection au virus monkeypox d'une personne adulte présentant une forme non sévère. Comment se transmet cette nouvelle maladie? Quelles dispositions? On en parle dans un instant. Éducation dans ce journal avec les premières leçons à tirer de la rentrée des classes effectuée la semaine dernière. Les établissements ont globalement pu organiser ce retour en classe, mais avec quelques imprévus ici ou là. Pour en parler, nous avons comme invité Gilles Albou, recteur de Mayotte. Rendez-vous tout à l'heure. Et puis nous reviendrons sur la première édition du festival Hippocampe. Il a eu lieu ce dimanche à Chiconi, un carnaval mis en place par la société Walou, un événement qui se veut réconciliateur de toutes les générations. Après l'Hexagone au mois de mai dernier, Mayotte est à son tour touchée par le virus monkeypox. Un premier cas importé de variole du singe a été confirmé ce week-end à Mayotte. Alors, comment savoir si on a la maladie? Comment se transmet-elle? Et comment s'en prémunir? Question-réponse avec Génial Atoumani et Géraldine Lui qui se sont rendus à l'ARS. 3 mois après l'Hexagone, la variole du singe ou monkeypox fait son apparition à Mayotte. Le nom du virus fait peur, mais doit-on s'en inquiéter? La variole du singe se présente majoritairement avec des formes qui ne sont pas compliquées, des formes qui ne sont pas sévères et qui ne mettent pas en jeu le pronostic vital. La majorité des patients qui ont été mis en évidence depuis le mois de mai sont isolés à domicile, attendent la phase de contamination des lésions et sortent de leur maison à la fin de l'isolement sans franche difficulté, en dehors peut-être de douleur qui est améliorée par la prise d'antalgiques. Néanmoins, des formes sévères de la maladie existent, mais comment savoir si on est contaminé? Les personnes contaminées peuvent présenter un épisode de fièvre qui sera court, 1 jour ou 2, et à l'issue de cette fièvre, présenter une éruption, donc l'apparition de gros boutons sur l'ensemble du corps. L'ensemble du corps peut être touché, particulièrement la zone génitale. On se rend compte que entre un contact à risque de transmission et l'apparition des symptômes, il peut y avoir jusqu'à 21 jours. Mais typiquement, une notion qui est très particulière dans le monkeypox, c'est que tous les boutons vont apparaître au cours d'une unique vague. Comment ce virus se transmet-il ? La transmission du virus s'opère effectivement particulièrement au cours de relations intimes, donc de rapports sexuels, dormir dans le même lit qu'une personne qui a des boutons et tant qu'on a des boutons, on est contaminant. Il y a aussi les contacts prolongés. À la différence du Covid, c'est des contacts qui doivent être très prolongés, plus de 3 heures à moins de 2 mètres. Donc ce mode de transmission est quand même moins risqué. C'est-à-dire qu'en prenant le taxi avec quelqu'un qui a le monkeypox, en allant faire ses commissions à côté de quelqu'un qui a le monkeypox, a priori, il n'y a pas de transmission. Aujourd'hui, on se rend compte en effet que les personnes qui sont diagnostiquées positives sont majoritairement donc des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Pour autant, il ne s'agit pas d'une maladie qui touche ou qui est amené à rester et à toucher uniquement la population gay. Tout le monde doit être informé de la symptomatologie, tout le monde doit être informé des conduites à tenir parce que potentiellement la maladie pourra sortir de cette population cible. Que faire alors en cas de symptômes? La chose à faire, c'est quand on a des lésions, des boutons, prendre son téléphone, appeler le centre 15 et attendre les consignes du médecin régulateur. Une fois qu'on est diagnostiqué, c'est s'isoler scrupuleusement pendant 21 jours, y compris au sein de son propre foyer. Et quand les services de l'ARS contacteront la personne, dans la mesure du possible, d'écrire avec le plus de fiabilité les contacts que la personne a pu avoir dans son entourage pour amener ces personnes contacts à bénéficier d'une vaccination d'urgence pour ne pas faire d'épisodes de monkeypox. Enfin, à qui s'adresse la vaccination ? Toutes les personnes qui ont été en contact tel qu'on les a décrits, contact sexuel, partage du linge ou contact de plus de 3 heures à moins de 2 mètres. Donc toutes ces personnes sont éligibles à une vaccination qu'on pourrait considérer comme étant curative pour soigner en gros une fois qu'il y a eu un risque de transmission. Il y a donc aussi désormais une vaccination préventive. Donc avant l'exposition au risque, les personnes éligibles à la vaccination sont en effet les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes avec plusieurs partenaires, les personnes transsexuelles avec plusieurs partenaires, les travailleurs du sexe, travailleurs-travailleuses du sexe,
les prostituées, et les professionnels de santé qui sont amenés à s'occuper de patients infectés par le monkeypox. Éducation, la fédération de conseil des parents d'élèves a été convoquée cet après-midi en préfecture. Une convocation suite à leur déclaration liminaire produite la semaine dernière dans le cadre de la venue du ministre de l'Intérieur à Mayotte. Une déclaration, selon la FCPE, peu appréciée à la place Beauvau suite à une polémique liée à l'habit traditionnel porté par les Mahoraises dans les établissements. Le co-président de la FCPE pointe du doigt certains chefs d'établissement qui mettraient la pression aux élèves portant cette tenue traditionnelle. Écoutons Haïdar Atoumani, il s'est confié à Daniel Abdou. On ne comprend pas pourquoi de tels agissements sur nos filles, pourquoi de tels agissements sur nos mères et nos femmes qui travaillent auprès des chefs d'établissement. Donc on a interpellé le ministre de l'Intérieur sur cette question-là, mais apparemment il y a un terme qui ne l'a pas plu, à savoir l'assimilation forcée, comme au temps de colonie. Ça, il n'a pas apprécié, mais ça, on n'y peut rien. Ce n'est pas lui qui subit, c'est nous qui subissons. Dans la mesure où on subit, on dit les choses telles qu'on ressent. Et avec nous sur ce plateau, Gilles Albou, recteur de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler de la rentrée scolaire, peut-être un mot, une réaction sur les propos de M. Haïdar Atoumani. Oui, en fait, vous savez qu'avec la FCPE, on est dans le dialogue et d'ailleurs, le co-président de la FCPE le signalait. On est en phase totale, donc FCPE et rectorat. Il n'a jamais été question pour nous, en tout cas, d'empêcher le port des tenues traditionnelles dans nos établissements. Si ou là, évidemment, il y a eu des incompréhensions parmi le personnel de direction ou parmi d'autres personnel. En tout cas, cette problématique a été levée. Vous le savez, on défend dans nos établissements la culture et la langue de Mayotte. Et d'ailleurs, on sait aussi l'engagement de la FCPE pour défendre la laïcité et ne pas confondre le port de tenues traditionnelles avec évidemment le prosélytisme religieux. Et ça, pour le coup, on n'en veut pas dans nos établissements. Donc on ne confond pas les deux et c'est important d'ailleurs de le rappeler. Et je pense que de ce point de vue-là, il était aussi nécessaire de clarifier les choses et chose faite ce soir. Alors, une semaine à peu près depuis la rentrée scolaire. Quel premier bilan dressé de ce retour en classe ? Alors, vous le savez, on voit toujours les petits problèmes, et notamment ici et là, dans quelques communes, des travaux dans des écoles qui n'ont pas été finis à temps. Il y a, je crois, à l'heure où je vous parle encore, 2, 3, peut-être 4 écoles où on est en train de finir les travaux, où les rentrées des élèves se sont faites aujourd'hui. Mais globalement, on a une rentrée qui a été bien anticipée, une rentrée plutôt sereine. Je rappelle qu'il y avait énormément de moyens qui avaient été apportés par notre ministère, et puis une rentrée aussi qui se passe correctement, parce qu'il en va de l'implication de l'ensemble de nos personnels. Je tiens à remercier tous les chefs d'établissement, tous les collègues à tous les niveaux qui ont permis cette bonne rentrée, notamment, on le sait aussi, dans le cadre de la formation de nos personnels néo-titulaires et néo-contractuels. Vous savez qu'on a beaucoup de jeunes personnels dans notre académie, beaucoup aussi de contractuels, des très bons contractuels, mais qu'il faut former en amont et continuer à les former. Donc c'est aussi très important. Et puis surtout, on se projette vers l'avenir. On aura peut-être l'occasion d'en parler. J'étais là avec l'ensemble de nos personnels d'encadrement pour dresser quelques perspectives pour l'année. Dans ces perspectives, il y a évidemment travailler sur l'excellence. Vous savez que c'est un mot qu'on défend depuis 3 ans dans cette académie. Ne pas oublier les élèves qui ont moins de difficultés que les autres. On travaille évidemment pour les élèves qui sont en difficulté et on travaille aussi pour les autres. On développe des filières d'excellence. C'est ce que j'ai rappelé à cette rentrée. On a mis l'accent, vous le savez, sur le plan dire, lire, écrire. On sait qu'à Mayotte, la maîtrise du français, elle est encore difficile. On sait qu'on a beaucoup trop d'enfants qui sont encore mal à l'aise avec le français. Et puis on en a d'autres qui sont très à l'aise avec le français, mais qui peuvent encore progresser. On les amène vers des concours d'excellence, parce que là aussi, ce sont des élèves qui, derrière, vont se projeter vers des filières de type Sciences Po, des grandes écoles d'ingénieurs, où on aura besoin d'être à l'aise à l'oral.
Et puis, alors si vous le permettez, vous savez que c'est la volonté du président de la République. Nous allons lancer à Mayotte comme ailleurs une grande concertation pour travailler avec l'ensemble des acteurs. On a vu les parents d'élèves. Je voudrais travailler, comme on continue à le faire, avec les organisations syndicales, travailler avec les collectivités pour, dans chaque établissement, dans chaque bassin, faire remonter des projets. Le président de la République a mis 500 millions d'euros sur la table pour financer des nouveaux projets, des projets qui viennent de la base. Et nous, à Mayotte, on aura notre mot à dire là-dessus. Concernant peut-être un mot, même si c'est peut-être pas directement de votre compétence, concernant les élèves qui n'ont pas pu faire leur rentrée, il y aurait des alternatives pour qu'ils ne puissent pas être trop en retard par rapport à ces cours ratés. Alors, vous le disiez, la plupart, de toute façon, je citais 3-4 écoles, la rentrée a pu se faire quand même aujourd'hui. Donc on est sur 2-3 jours de décalage. Je crois qu'il y a encore un petit problème à Dzoumognier d'après ce qu'on me dit, mais les choses sont en train d'être réglées. Donc on n'a pas aujourd'hui beaucoup d'élèves en difficulté. Je sais que dans Mamoudzou, une classe a été accueillie dans une autre école et évidemment tous les retards vont être compensés. Vous savez qu'aujourd'hui on a mobilisé tous les remplaçants, tous les personnels pour que tout le monde soit sur le pont, mais on le sait, on va avoir peut-être des démissions, peut-être des nouveaux congés maladie, et donc nos inspecteurs continuent à recruter pour que ce qu'on voit aujourd'hui, cette semaine, plutôt une rentrée sereine, continue à être plutôt en bonne marche dans les semaines qui viennent. Donc on travaille avec les collectivités pour que les conditions de propreté soient toujours au rendez-vous et on continue à mettre des enseignants devant chaque élève. Gilles Albou, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et puis en bref, un mot du syndicat des eaux qui vient démentir ici un faux communiqué reprenant des données relatives à l'année 2020. Il s'agit d'un planning de coupure d'eau qui devait ou qui devrait intervenir dès le 7 septembre. Le syndicat Les Eaux de Mayotte rappelle que seuls les communiqués de la SMAE, délégataire du service public de l'eau potable à Mayotte, font foi en matière de distribution de l'eau. Ces images maintenant, celles du président de Madagascar, Andry Rajoelina, reçu aujourd'hui par Emmanuel Macron à l'Élysée. Si la présidence affirme que les deux chefs d'État travailleront sur le renforcement de la relation bilatérale et les enjeux de sécurité alimentaire pour le continent africain, nul doute que l'affaire des ressortissants français incarcérés à Madagascar sera évoquée. Nous reviendrons sur cette réception dans nos éditions de demain. Inauguration ce week-end de l'Office de tourisme de Petite-Terre, 16 mois après la pose de la première pierre du chantier. Le local a été inauguré ce samedi 27 août sous l'égide de la communauté des deux communes de Petite-Terre, à savoir Pamandzi et Dzaoudi-l'Abattoir, en présence du président du conseil départemental, un office du tourisme qui permettra d'accueillir et d'informer les visiteurs, les résidents et d'assurer la promotion du territoire et de ses acteurs touristiques qui œuvrent pour le développement économique, écologique et touristique de Mayotte, à savoir que ce projet est financé à 45% par le conseil départemental et 34% par l'État, le reste étant pris en charge par la communauté de communes de Petite-Terre. Écoutons à présent le président de l'Office du tourisme de Petite-Terre. Aujourd'hui, parmi les objectifs qu'on aura à faire, c'est d'impliquer la population à s'approprier le tourisme et que ça devienne une culture et aussi plein d'opportunités pour des porteurs de projets autour du tourisme. Et sachant qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui sont là et qui ont besoin d'être accompagnés. Donc à travers cet outil de travail qui est l'Office, je pense qu'on pourra développer des projets et accompagner des jeunes et les aider à s'insérer. Et pour terminer, direction Chiconi pour la première édition du festival Hippocampe qui s'est déroulé hier, un carnaval festif avec comme ambition d'inclure toutes les communautés présentes sur l'île, une autre façon d'apaiser les tensions intercommunautaires dans la joie et la bonne humeur. À Chiconi, Marie-Sabina Jaidi Maolida. Au total, pas moins d'une centaine de participants issus de Chiconi et ses alentours sont venus faire vibrer les rues du village. Ils se sont déchaînés et lâchés le temps d'un carnaval. Ça se passe très bien, on rencontre des jeunes, des moins jeunes, donc toutes les générations sont mélangées. Et je trouve ça formidable qu'on puisse faire ce genre d'événement qui est intergénérationnel en fait.
s'il y a une deuxième édition, ce serait formidable parce que justement, on pourrait se préparer en amont et pouvoir notamment améliorer nos déguisements, préparer nos chorégraphies, tout ça, et pouvoir mieux profiter de la fête. Programmé il y a plusieurs années, cet événement est un défi pour l'organisatrice qui vit cette expérience pour la première fois. Je suis très satisfaite parce que pour moi, c'était une sorte de défi pour moi. Je voulais vraiment voir est-ce que j'arriverais à réaliser ce projet que je tenais tellement au fond du cœur, ou c'est comment. Donc là, j'ai vu comment l'événement s'est déroulé. Je vois à peu près c'est quoi le bilan et je compte vraiment à partir de l'année prochaine revoir tout ce qui n'a pas marché et essayer de bien faire. Mis à mal par le Covid, le festival Hippocampe est un projet de longue date qui a su rayonner grâce à l'énergie et l'enthousiasme de ses participants. L'expérience compte bien être renouvelée et son organisatrice espère qu'il se fera connaître au niveau de l'océan Indien. Et voilà qui met terme à cette édition. Merci pour votre attention. L'info se poursuit avec le journal à Maoré juste après la météo. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur la première. À tout à l'heure.